Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranai taro. Dakara, immaからですね。Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton corps, Philippe. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui. Ce qui est passé par-dessus la troisième corde. Mais c'est pas tout, regardez. Bonjour à toutes et à tous, modulation sans effet sonore, sans retouche. Vous êtes bien dans un nouveau numéro de Catchacast, toujours Mehdi à l'animation. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Michael. Bonjour. Et de Félix. Salut. Et on s'est dit, parce qu'on y avait un peu pris goût, parce qu'on se disait, mine de rien, mine de crayon, ce serait pas mal de finalement faire un petit peu plus de récap d'événements. Et puis, il y a une fédé qui est un petit peu chère à notre cœur, qui commence même à le devenir en partie pour Michael, c'est pour ça qu'il est aussi là avec nous aujourd'hui. C'est la NJPW. Ça fait 2 fois, même 3 fois, si on compte le live, effectivement, avec la. Comment s'appelle-t-il, la catch-up, excusez-nous, Yes. les collègues avec qui on avait fait un petit enregistrement post-NXT at Paris. Et ben, on s'est dit, voilà, on va remettre le couvert avec ce Destruction. Voilà, qui est passé récemment. Et on s'est dit, bah voilà, qu'on allait en parler. Il y a eu des trucs sympatoches, on n'en parle pas simplement pour parler, donc ça tombe plutôt bien. Et bah, sans plus tarder, Destruction, c'est quoi? Un peu le côté patate chaude. Destruction, c'est quoi? C'est la tournée annuelle de septembre à la New Japan. Celle qui a lieu après le gros tournoi d'été qui est le G1 Climax. Donc c'est un peu, on commence à résoudre ce qui s'est passé au G1. S'il y a quelqu'un qui a battu un champion par exemple, il va avoir un match de championnat, etc. Et puis on va commencer à planter les graines vers le gros show annuel qui est Wrestle Kingdom Oui. le 4 janvier. Voilà, Destruction, donc une tournée de plusieurs shows, dont cette année 3 shows majeurs. Un à Hiroshima d'abord, ensuite un à Beppu, je connaissais même pas le nom de cette ville, et puis un à Kobe pour finir. Avec d'ailleurs c'est marrant, en général je regarde pas ces chiffres-là, mais des fréquentations très variables, dont à Ouais. Beppu, un petit creux. Tu nous avais noté donc 2300 fans sur les 8000. Ouais, j'aime bien regarder ce genre de factoïdes, parce qu'en plus la New Japan elle est assez honnête, on va dire. D'accord, effectivement, oui. Pour ce genre de truc. Balancer ces Elle aurait pu chiffres-là. mettre on a Ouais. sold out le truc, mais en vrai non. Surtout sur un soir où on y reviendra, où il y a eu Naito. Ouais, il y avait Naito contre Naito Suzuki, Suzuki, en main ouais. event. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et le Taichi Goto. Et Taichi Goto, Donc, qui est pas forcément un truc non, mais hyper ouf non plus. quand même mais des trucs où il y voilà, avait il un y avait- titre et et une belle tête Comme quoi, d'affiche. des fois, même ça suffit pas. Ouais. Toi, Michael, tu l'as appréhendé comment, là, ce Destruction, en le voyant venir ou pas, en regardant simplement, en faisant ton petit récap Bah moi, comme j'ai tendance à éviter les matchs un petit peu fourre-tout et qu'il y avait une carte assez compliquée à suivre, c'est un peu le problème dont on parlait avant l'enregistrement qui fait qu'en effet, c'est parfois un peu compliqué de suivre la New Japan parce que tout est éclaté. Alors il faut aller voir les dates. En plus, c'est pas toujours le même jour. Avec le décalage horaire, on sait pas exactement. Enfin, je sais jamais exactement quand ça passe. Et donc du coup, le problème, c'est qu'en plus là, il fallait un peu voir la liste des matchs, mais en évitant les spoilers en même temps. Donc il fallait voir les previews de chaque
chaque pay-per-view, enfin c'est pas des pay-per-view, mais bon, de chaque date, pour voir où étaient les matchs qu'on voulait voir, faire une petite sélection et faire alors je devrais voir celui-là, puis après bon, en fonction de la façon dont on regarde, bon, selon différentes façons plus ou moins légales, du coup on doit un peu trouver. Alors moi quand je regarde c'est parfois en plusieurs parties. Hein. C'est pas bien. C'est étrange. Ah bah ouais mais bon, je paye pour le network déjà donc malheureusement. Alors, je paye pas pour le meilleur truc mais bon. Et du coup ouais, c'était un peu compliqué d'essayer de trouver les bons matchs. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de matchs à enjeu que ça. Ouais. Donc c'était au final, ça n'a pas pris tant de temps, donc c'était plutôt bien. Faut faire son tri et puis finalement, ouais, comme tu dis, si on additionne tous les matchs à enjeu, on aurait pu faire tout ça sur un show. Mais juste pour l'expliquer, c'est que la New Japan, elle fait ça de plus en plus. Le fait d'éclater ces gros matchs sur plusieurs shows, c'est pour essayer justement de faire le plus de ventes de tickets, de couvrir un peu tout le Japon parce qu'ils vont à Tokyo, ils vont à Kobe, ils vont à Hiroshima, ils vont à Beppu. Donc c'est aussi profiter du fait qu'ils ont plusieurs stars, les exploiter toutes à fond entre guillemets. Et comme on le disait tout à l'heure pour Beppu par exemple avec Naito et Suzuki, bah parfois ça suffit pas forcément. Alors ceci dit, moi, alors je sais pas, on en reparlera après, mais j'ai un petit coup de gueule qui fait partie de ça, de ce booking là justement. C'est quand même que du coup, moi je trouve ça un petit peu choquant que Omega Ishii n'était pas dans un peu dans le main event de tous les shows quoi. Le dernier gros match important de la tournée quoi. Ouais, ou au moins ils auraient pu au moins garder ces deux là pour. Alors, je pense que c'est aussi comme tu dis, voilà, ils essaient d'alterner puis ça fait un gros match pour une autre ville donc c'est sympa. Mais le problème c'est que ce match là, bon, on en reparlera, mais bon, on a pu le trouver éventuellement un peu décevant par rapport à leurs autres matchs, même s'il était quand même très très bon. Hein, et je pense que une des raisons pour lesquelles c'était un peu décevant, c'est que la façon dont ça a été présenté le match et la façon dont il était un peu perdu dans ce show-là, en plein milieu d'un show où il n'y avait pas grand-chose d'autre, bah ça n'avait pas l'air d'un match important. Donc c'est un match pour le titre qui n'a pas l'air important. On n'a pas l'impression qu'il y a un changement de titre, c'est clair, hein, personne n'y croyait. Et on a l'impression qu'il ne prenait pas vraiment Ishii au sérieux en tant que contendeur. Donc moi je trouvais ça un petit peu dommage. Oui, après de toute façon, moi je me faisais la même remarque en me disant est-ce que c'est pas des dimensions stratégiques pour qu'ils se reposent, parce qu'en l'occurrence en plus les deux sont quand même ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Bon après c'est vrai qu'à la NJPW en règle générale c'est assez funky, mais là tout particulièrement. Bon après on va faire avec ce qu'on a et comme on peut. On va commencer justement progressivement et factuellement les matchs. On arrive donc à celui d'Hiroshima comme vous la récap, Yes. donc Félix, où on avait une Smala, donc Ishii Bullet Club, avec contre Taguchi, c'est ça? Contre la Team Japan. Alors pas Ishii. Donc Omega, pardon. Donc il y Omega. avait Omega Ishii ouais. d'un côté, ça c'était le main event Voilà. à Hiroshima pour le titre. Voilà, lourd, c'est ça. Et de l'autre côté, IWGP. pardon, c'est My Et Bad. puis Voilà. l'autre match entre guillemets en jeu du show, parce qu'il y a énormément de matchs en plus. Il y a Ouais. des matchs par équipe qu'on appelle prélim pour préparer d'autres matchs à venir dans la tournée. Par exemple des prélims où il y a Okada d'un côté et Tanahashi de l'autre avec d'autres catcheurs, histoire de faire l'amuse-bouche pour le match en solo Oui, qui et qui peuvent contenir aussi des feux, des rivalités à venir des fois voilà, en leur sein. C'est rare. Et puis donc l'autre match en jeu de ce show là, c'était un match pour le titre Never Six Man Tag, Oui. trios en gros. C'était Bullet Club OG, donc c'était Tamatonga, Tangaloa et puis je crois Taiji Ishimori qui défendaient leur titre contre Taguchi Japan. Il y avait Taguchi et il y avait Juice et Finlay Junior. Match correct, voilà, rien de voilà, ça solidifie un peu en gros c'est garder en tête que Bullet Club OG est pas très loin et que il pourrait poser des problèmes par exemple à Omega dans le futur. Moi j'imagine à Power Struggle pour avoir le petit côté thématique derrière. À voir. Bullet Club OG c'était quand même un des trucs principaux du G1. Là ils sont un peu laissés pour compte. Je sais pas ce qu'ils vont faire après pour les remonter. Je me souviens pas si j'ai vu ce match ou pas, donc il a pas dû me marquer si je l'ai vu. C'est dire. Moi je me disais donc c'est un match brandé Finlay Junior, c'est-à-dire le truc comme t'as dit plus ou moins, c'est une autre manière de dire que ça fait effectivement le job, on décroche pas trop, mais
De la même manière que ce que vient de dire Michael, c'est pas mémorable. Après, simplement pour aller vite, parce que je pense que c'est pas la peine de s'éterniser et même de donner. Est-ce qu'on donne les résultats finalement ou est-ce qu'on laisse les... Oui, quand même, vu qu'on est quand même sur du. On donc va parler de storyline voilà, et tout ça. donc il va bien forcément. falloir. Et en l'occurrence, ils ont battu la team Taguchi Japan. Donc les voilà. titres sont restés dans les mains de Tamatonga et compagnie. C'est ça. Mais on a quand même cet effet, comme tu disais, entre les lignes du J1 Climax où il avait tapé très très haut. Rappelez-vous, soit vous écoutez notre émission, soit on vous récapitule qu'ils se sont quand même fait virer par le PDG. Il faut. Ils sont virés par le PDG lui-même, les Tonga, entre autres. Donc voilà, là, comment ils gèrent la descente du soufflet, c'est compliqué. Qui ne sont pas non plus en désuétude. On verra bien. Oui, Michael. Mais je crois qu'ils ont un match pour le titre tag heavyweight contre les New Bucks. Contre les Young Bucks, tout à fait. Fighting Spirit Unleashed en Californie. Ouais. Mais après, c'est vrai que dans la feud globale, on a l'impression qu'on en donne à manger histoire de. Bref, on verra bien. Ce qui nous renvoie donc ensuite Destruction in Beppu, le fameux endroit qu'on a découvert sur la carte avec Félix au Japon. Le Naito Suzuki. Alors, quoi dire, qu'en dire Naito Suzuki, c'est pas la première fois qu'on l'a cette année. Moi, j'ai ressenti que le match était bien, mais ça sortait pas non plus du lot particulièrement. Oui. Bien, mais pas top, comme dirait les bien, mais pas top. Pour pas dire mais pas top quand même, juste dire il était bien, correct. Naito a battu Suzuki, voilà, on passe à autre chose. En gros, c'est ça, on passe à autre chose. Il s'est débarrassé de Suzuki, il va aller peut-être reprendre son titre intercontinental à Chris Jericho, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Revenir le petit Jericho. En espérant que ce soit mieux géré le temps qu'il revienne de sa croisière, le petit Chris. Tout bronzé. Voilà, tout bronzé, tout beau. Alors, on va peut-être nous donner l'impression, entre guillemets, quand je dis d'évacuer, c'est dans le sens où il y aura quand même une partie un petit peu plus analytique qui nous a paru plus intéressante de nous appesantir. Et puis aussi, ça sert à rien de faire des longueurs sur des matchs où fondamentalement, il y a pas, voilà, où il n'y a pas forcément besoin. On en arrive à un second qui est intriguant. Je me pose autant des questions positives que négatives. Donc Taichi contre Goto. Goto qui, spoiler, perd son titre. Son titre Never. Voilà. Contre Taichi Go Home. Voilà, et son pied de micro et sa donzelle qui l'accompagne. Alors moi je suis ennuyé à plusieurs points, donc je garde la parole parce que y a les deux trucs qui m'ennuient, c'est que il y a les trucs que je n'aime pas d'autres fédérations dont la WWE qui sont condensés dans ce qui s'est joué dans ce match, c'est-à-dire une aide très persistante, relourdingue des acolytes, des sidekicks. Du Suzuki Gun. Tout le Suzuki Gun, sauf Suzuki lui-même et, comment s'appelle-t-il, l'interprète de Zack Sabre Jr. et Zack Sabre Jr. Takamichi. C'est ça. Voilà, c'était le défilé, c'était vraiment... ça faisait l'impression d'un épisode de Benny Hill, surtout sur la fin de l'épisode. Et là, Damsel in Distress, demoiselle en détresse sur le bord du ring, dont, contrairement à Gedo avec son décolleté sur sa barbe, là c'était décolleté sur la poitrine bon, bref, je pense que vous m'avez compris si vous m'écoutez, c'est un peu tous les trucs que j'exècre qui sont persistants à la WWE, qui restent des gimmicks encore très présents, qui étaient concentrés dans ce match-là, plus le fait que Taichi, même si j'ai été un des premiers à plutôt toujours saluer le fait qu'en ce moment il essayait des trucs et qu'il avait un certain soutien du public, reste quand même une grosse énigme. Et je crois que c'est un truc qu'on partageait sur qu'est-ce qu'ils vont en faire finalement. Voilà. Parce que finalement, il l'avait lancé en solo au printemps 2018, Taichi. Oui. Solo heavyweight en plus parce qu'il était considéré comme junior jusque là. C'est ça. Et il avait fait des belles performances contre, je crois, Naito et Tanahashi. Ouais. Donc ça augurait de bonnes choses. Et puis finalement, il a été laissé pour compte sur le G1. On a eu Yoshihashi à la place. et donc là, voilà, il retente l'affaire avec Goto pour lui reprendre son titre encore une fois parce qu'il lui avait déjà fait des misères à Dominion, il me semble. Et puis là, il arrive finalement, après multiples interventions, à avoir cette ceinture Never. Mais finalement,
ça mène à quoi? Est-ce que Goto va reprendre le titre pour se venger? Ouais. Surtout qu'à la fin du G1, si je me souviens bien, il y a Zack Sabre Jr. du Suzuki Gun aussi qui voulait le même titre. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce que c'est Zack Rivalité qui va en interne. pâtir? Ouais. Ça m'étonnerait qu'il fasse Non. une autre rivalité interne, déjà qu'il y Je pense a pas. cette affaire avec le Bullet Club et puis on verra avec Chaos aussi. Franchement, je sais pas ce qu'ils vont en faire de Taichi. C'est très particulier. Ouais, je sais vraiment pas. Le mec, au-delà des qualités athlétiques dont tu parlais, il a, pour lui, on va dire, il a son intro et son accoutrement qui joue Son un peu, gimmick mais général. ouais, mais il n'y a pas grand chose qui se démarque particulièrement. Il n'est pas spécialement extrêmement explosif. Il n'a pas de à échelle de la NJPW, il n'a pas de prise complètement what the fuck ou au contraire vraiment posée. Donc gros point d'interrogation, on verra bien, mais je vois vraiment pas comment faire un truc réussi pour l'instant. J'espère me gourer, mais on verra. On a l'impression que le timing est un peu Oui. mauvais là-dessus. Ouais, surtout qu'en plus ils ont multiplié les rivalités Goto avec le Suzuki, puisqu'il y avait eu le fameux match où Suzuki devait donc se raser et Goto lâcher sa carrière s'il perdait. À Wrestle Kingdom le dernier. Exactement, et puis effectivement la provoque de Zack Sabre Jr. Bon. Next, comme disait cette grande émission intellectuelle il y a quelques années. Avec beaucoup de liens avec la New Japan. Hein, complet. Et ben on va arriver quand même doucement à tailler dans le dur. Donc Destruction à Kobe le 23 septembre, 6400 fans sur 8000 quand même. Félix s'est cassé la tête pour relever et c'est mieux effectivement. Mais c'est comme tu important dis. les chiffres. Mais ça peut être sympa, hein, un petit côté culture américaine de Félix. En même temps, je suis un fan de NBA, donc les triple double double et machin. Voilà. Tanahashi contre. On va peut-être commencer par Kushida contre Bushi. Allez, on va y aller Kushida contre Bushi, progressivement. Mickaël, je crois que tu l'as vu, tu nous as dit. Ouais, je l'ai vu. Il était bien, mais il avait rien d'inoubliable non plus, quoi. Mais il était bien. Je sais pas. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait des gens qui étaient qui avaient pas aimé des trucs, enfin, qui étaient un peu choqués de certains trucs, mais je sais pas quoi. Mais je sais pas quoi. En fait, enfin, je pense qu'on est d'accord que. Bushi, le coup de cracher des gens, il le fait tout le temps. Enfin, c'est pas nouveau. Et donc oui, parce que je sais pas, le booking de la fin du match était peut-être un peu étrange parce que du coup en fait, Bushi a donc craché une espèce de pétrole dégueulasse. D'essence, ouais. Alors, pour le coup, Kushida a la gueule toute noire. C'était épouvantable. Et donc, il était censé plus rien voir. Et il a un peu terminé le match, les yeux fermés, en faisant son finisher et tout. Donc, c'était peut-être un petit peu abusé, je sais pas pour certains. Mais bon, moi, ça m'a pas forcément gêné. À partir du moment où il a localisé avec ses mains, il peut lui faire son finisher. Bon, c'est bon. Sinon, le match était plutôt bien. Hein. Et puis, juste pour rappel, le match, on parlait des matchs en jeu. Là, l'enjeu, c'était l'un des deux matchs d'un mini tournoi pour déterminer le nouveau champion junior heavyweight. Oui, parce que donc pour rappeler, Takahashi, Hiromu Takahashi, ça, s'est fait très mal avec Dragon Lee, du coup, qui a raté le finisher de Kevin Owens. Ça, c'était pour caser le nom de Kevin Owens. Et donc du coup, parce qu'il n'y a que Kevin Owens qui arrive à faire le Steenalizer, ça s'appelle, et les autres n'y arrivent pas du tout. Et donc du coup, sauf que ça s'appelait pas comme ça avec Dragon Lee, mais bon, c'est logique. Et du coup, oui, c'était assez gore à voir. Donc c'était quand que ça s'était passé, je sais plus. C'était au dernier show américain, c'était G1 Special. Ah ouais. In San Francisco, non? Ouais. Et du coup, Takahashi, alors nous a fait, on peut parler un peu de ça. Il y a eu une espèce alors, c'est là que vous allez défendre pour la New Japan. Moi, qui découvre pour la New Japan depuis maintenant quand même quelques mois, un an presque, mais j'ai eu un peu de mal avec cette espèce de promo un peu étrange, très amateur, ou une espèce de conférence de presse, pas du PDG d'ailleurs, je crois que c'était un japonais, je ne sais plus qui c'était, et il y avait une espèce de... Alors déjà, il y avait tout un petit sujet filmé qui nous montrait que Takahashi voulait rendre son titre vacant. Hein, ouais. Et il y avait toute une mise en scène avec le titre qui était sur une table. Ah oui, c'est un tueur qui parle. Sauf que le chef, au final, donc je dis le chef, parce que je sais pas si c'est pas le PDG, après, parce que le PDG maintenant... Je crois que c'était Sugabayashi, donc c'est le chairman. Ah, c'est le chairman. Et chairman of the board. Yes.
À la fin, il n'avait pas compris le truc, donc c'était un peu ridicule. Parce qu'à la fin, en fait, il parlait pas la ceinture, genre, je crois on l'avait pas bien expliqué l'histoire. Et donc, bon, tout ça, c'était très étrange quand même, et c'est le genre de truc quand on n'est pas habitué, on se dit là, c'est quand même spécial à New Japan. Hein. Je peux comprendre. Bon, tout ça pour dire que du coup, c'est pour ça qu'ils font un tournoi pour le titre, du coup, Vacant. Cruiserweight, qui n'est pas le titre Cruiserweight, mais qui est le titre Junior Heavyweight. Et donc, en fait, c'est ces quatre-là, donc Kushida, Bushi, Skrull, Marty Skrull. toujours Skrull et Ospreay, Yes. parce que c'est les 4 derniers champions en fait. Exactement. Et ce sont les 4 derniers en vie, parce qu'en général, les spots juniors sont toujours bien costauds. Oui, assez délicat presque le moment que tu racontais, effectivement, de le choper, même aveuglé. Bon, voilà. Puis en plus, à la NJPW, on n'est pas trop. On est toujours dans le délire, limite un peu à la manga shonen, se dire il repère la force, même aveugle, il arrive dans ses sens. Enfin bref, donc ça passe. Pour l'arc que tu racontais, je crois un moment qu'on l'avait évoqué aussi avec Mr. Belto, donc Monsieur Ceinture, qui s'exprime, et le chairman, oui, qui est pas encore très très aguerri à l'acteur studio, on va dire. Donc ça donnait des trucs assez folklore, mais bon, au moins ils ont le mérite d'essayer, et puis c'est pas la DDT, donc l'excentricité c'est un petit peu, c'est un peu plus léger à la NJPW. Toi, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de Bushi Kushida? Ils ont eu une rivalité il y a quelques années où ils avaient eu plusieurs matchs ensemble. Ils sont toujours très bien entendus sur le ring, donc j'avais pas de souci à me faire. J'adore Kushida, vraiment j'aimerais beaucoup qu'il aille un peu plus loin, même tâter du titre Never, parce que commencer à avoir une gimmick par exemple, ce serait bien. Je sais même pas s'il en a vraiment besoin en vrai. Mais c'est ça le truc, mais moi c'est ce qui me saoule en réalité, c'est ce qui fait que j'accroche pas. Il a déjà une super musique suffisante. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Miguel. Mais par contre sur le booking, je m'attendais peut-être à ce qu'il laisse sa place, parce qu'il est considéré comme le ace, le numéro 1 entre guillemets de la Junior Division. Et oui, encore un autre, il y en a beaucoup à la New Japan. Mais je m'attendais à ce qu'il laisse un peu de place, juste limite à cette victoire-là, à Bushi, juste pour qu'il y ait le côté, il va entre guillemets venger Hiromu Takahashi, qui est du même groupe que lui, LIJ. Juste histoire de teaser un peu, peut-être que le titre va rester dans le groupe. Oui. Voilà, c'était juste histoire de mixer un peu. Je suis assez d'accord, ça aurait été plus futé, et puis Bushi, il est un peu ça fait un moment qu'il est en mode bouche-trou, quoi. Déjà que Evil on questionnait vachement, mais alors lui, il est vraiment en mode jobber de sa propre écurie. C'est dire où ça en est. Bref, comme on dit depuis tout à l'heure, inutile de faire plus long, et allons-y tout de suite. Next, main event, Tanahashi contre Okada. Spoiler warning, donc Tanahashi bat Okada. Et donc conserve sa chance d'aller au main event de Wrestle Kingdom pour le titre poids lourd IWGP. Donc le Tanahashi Okada, qui est un très 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 bon match quand même. Moi j'avais un peu du mal avec Tanahashi dans le G1. Alors, pareil, moi je découvre un petit peu Tanahashi. Donc en effet, donc on a un ami commun qui l'appelle Senahashi. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'appellent comme ça. C'est vrai qu'il est un peu en mode, son booking c'est toujours un peu je galère, puis à la fin, avec la force de mon cœur, je reviens et je fais mon finisher qui est quand même un peu un frog splash. Le babyface classique. Mais... Ouais, et du coup, alors moi, ça m'avait pas du tout plu contre Ibushi dans le G1. Pas du tout plu, surtout que j'avais pas trouvé ça crédible. Enfin, à un moment donné, justement, les matchs sont très réalistes à New Japan et alors c'est pas qu'en fait, bon, maintenant je l'apprécie un peu plus, qu'il fait quand même des trucs assez géniaux dans le ring, surtout pour son âge et tout. Enfin, il est pas si vieux en fait. Il a quoi, il a 41, 42. Ouais, il approche de la quarantaine en tout cas. Et puis, il a catché au top niveau pendant des années, donc ça se comprend. Ouais, voilà, mais disons que je me souviens, je m'étais fait engueuler sur un forum américain de jeux vidéo parce que j'avais critiqué et il m'avait dit ouais, mais pour qui tu te prends pour critiquer Tanahashi, c'est un dieu, tout. Mais en fait, c'est vrai qu'il a un moveset qui est, en fait, il y a beaucoup de gens et surtout toute la clique. Omega, Ospreay, Ishii, Bushi, ceux qui ont eu un match justement en équipe assez génial il n'y a pas longtemps, dans cette tournée du coup. Yes. On va en parler aussi.
Tout cela, ils ont quand même un moveset. Alors après, je dis pas que tout le monde doit faire des trucs à se casser le cou et compagnie, mais ils ont un moveset hyper réaliste, hyper stiff, hyper violent, qui fait que ça donne quand même au catch une espèce de crédibilité différente. Réalisme, voilà, quand Ishii est contre Omega et qu'il fait Ishii, c'est quand même un peu Hulk Hogan, hein, c'est Hulk Hogan en version réaliste, quoi. C'est-à-dire qu'il passe son temps à hulker, c'est-à-dire que il vend rien et il crie et il a peur de rien. Sauf que comme il se prend des coups de malade dans la gueule, on y croit en fait. Mais à côté de ça, quand il y a des catcheurs comme justement Tanahashi, peut-être, qui ont un style, qui ont des coups un peu plus classiques, un peu plus catch traditionnel, qui fonctionnerait bien à bleu et tout. Du coup, il y a un contraste un peu bizarre, quoi, quand on a vu du Omega Ibushi et qu'on a du Tanahashi Ibushi. C'est un peu bizarre, et du coup, c'est un peu bizarre de voir Ibushi qui, au final, n'arrive pas à se relever de ses 3 frog splash, et voilà, alors qu'il s'est pris des trucs. Il s'est fait casser en 5 par Omega. Voilà. Donc j'avais un peu de mal avec Tanahashi. Mais ceci dit, là, j'ai trouvé que le match était quand même vachement bien. Moi, on l'a eu 3 fois cette année en tout, Okada Tanahashi. On l'a eu à... il me semble que c'était Wrestling Dontaku. Ouais. On l'a eu dans le D1 avec ce Time Limit Draw. C'est ça. Et puis on l'a eu à Destruction. J'ai trouvé que c'était le meilleur match de cette année. Pour les 3 Okada Tanahashi, et surtout que ça rappelait vraiment le niveau qu'ils nous avaient donné dans leur grande rivalité il y a quelques années. Ça a fait du bien, parce que moi j'étais en train de me dire, mais s'ils continuent à nous servir du Okada Tanahashi, ça va devenir chiant, quoi. Alors c'est très marrant parce que moi je vais complètement trancher, je vous l'avais pas dit avant, même en off, mais j'ai pas du tout accroché. C'est alors pour plusieurs raisons. Une où je vais quand même poser carte sur table, même s'il faut essayer d'avoir un minimum de recul critique en général quand on en émet une, c'est que déjà je n'arrive toujours pas à digérer que Tanahashi ait gagné le G1 Climax. Voilà, ça comme ça c'est réglé, je pense que je suis loin d'être le seul. Deuxièmement, je vais rebondir, et Michael, tu t'excusais d'avoir fait le petit détour pour expliquer ton idée, mais c'était parfait parce que ça va m'éviter de faire long. Le côté Sina-Hashi, comme le nomme un de nos copains, pour moi je trouve que ça fonctionne pas de la même manière justement qu'à la WWE. J'aime bien son côté effectivement indestructible, babyface, dans les mêmes qualificatifs, mais dans l'action ça opère pas sur moi en tout cas. Et le troisième élément, j'ai trouvé pareil avec Félix, t'as anticipé un autre truc, c'était le match de trop, quoi. C'est vraiment trop pour continuer de alors il y a une réalité, de la même manière que tu ne peux pas dénier le fait qu'en ce moment Roman Reigns, dès qu'il ouvre la bouche, continue de se faire conchier, tu ne peux pas renier l'inverse pour Tanahashi. C'est complètement malade, il n'y a même pas besoin de retoucher les micros, la salle tremble tout du long du match, c'est incroyable, ne serait-ce que le match est bon, ne serait-ce que pour ça. Il les a dans la main, quoi. Ouais. Vraiment. Il en fait ce qu'il veut. Et je me répète avec ma métaphore, mais je pense vraiment que ce mec devrait faire de la politique. Je referme. C'est pour placer une carrière de conseiller Paul Heyman de la politique japonaise. Bref, donc tout ça pour dire que ouais, moi c'était too much. Je suis un peu fatigué de la même manière que le genou de Tanahashi, ou le bras, ou la nuque. Ouais, voilà. c'est le mec, le mec en mousse. C'est un peu comme ce personnage là le Monsieur Patate de Toy Story, qui est tout le temps en train de tomber en kit. Et ouais, ça, en ce moment, j'aimerais bien une respiration qui continue d'avoir une petite phase où il est adulé, mais je dirais peut-être plus modestement, et laisser plus de place à d'autres. Je sais qu'il y a un côté très japonais dans cette dimension de tribu, tu étais en train de le dire tout à l'heure, Félix, où quand tu as comment dire, un peu comme chez les Yakuza ou les samouraïs, quand tu as honoré un espace, une écurie, et en l'occurrence il a porté la NJPW à un moment crucial qui était le moment où ça se délitait, avec où il savait plus comment s'y retrouver avec Goto, avec Inoki en tant que PDG, qui essayait de rapprocher ça du free fight, qui essayait de forcer des Bob Sapp, des Brock Lesnar, alors que Brock Lesnar, décidément, c'est un roi du forçage en ce moment avec la WWE. Et en l'occurrence, oui, c'est cool, il a allégeance, on sait qu'on pourra le refaire revenir, mais par exemple, je trouve que Cena, ils ont trouvé un bon rythme de croisière, bon aussi parce qu'il est à Hollywood maintenant, mais simplement, il y a une période, il y a encore 2-3 ans, ils avaient un bon rythme de croisière, notamment avec les titres ou Open Title, donc US Open Title, Challenge, etc., Open Challenge.
Il faudrait trouver quelque chose de ce genre-là pour Tanahashi parce qu'il prend trop de place et comme c'est pas le même genre de rythme et de possibilités de match que la WWE, pour moi, je dis bien pour moi, ça ne marche pas. Objectivement, le match est bon, faut pas déconner, mais voilà, c'était pas opérant pour moi pour toutes les raisons que j'ai données. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez en réaction à ça, mais... Alors après, je suis pas forcément hyper d'accord sur ce que tu viens de dire, sur le fait que là Tanahashi prend de la place parce qu'il a été choisi pour gagner le G1 et apparemment le public japonais est plutôt d'accord, donc ça tombe bien. Et puis là il va prendre de la place jusqu'à Wrestle Kingdom, au moins jusqu'à Wrestle Kingdom. Et s'il perd son match de championnat contre Omega, si c'est toujours Omega le champion d'ailleurs, là il pourra respirer. Je pense qu'ils le laisseront de côté, puis ils mettront peut-être Naito en avant, peut-être remettre Okada sur le devant de la scène, je ne sais pas. Parce que jusque-là, Tanahashi il a été blessé. Après, il a pas eu de titre pendant quelques temps. Après, il a pris le titre intercontinental, donc c'était pas non plus le haut du panier. Enfin, il a fait quand même sa place. Il a pas endommagé la montée de Okada, la montée de Naito, la montée d'Omega. Il a quand même laissé faire les choses. Et je pense que là, ils veulent juste en profiter. Peut-être un dernier gros run de Tanahashi avec des gros matchs. Histoire de l'exploiter encore pendant qu'il se blesse pas, pendant que vraiment il se rouille pas à un point où il est plus haut niveau. Et puis aussi peut-être le contre-coup de avec un nouveau président qui à la New Japan qui veut vraiment encore pousser, accélérer l'expansion occidentale de la compagnie, avec de plus en plus de gaijin d'étrangers sur le devant de la scène, dont un champion majeur qui est Omega, qui est canadien. Peut-être que c'est pour rassurer les Japonais qui sont un peu plus attachés au côté local des choses, de dire voilà, il y a quand même votre héros local Tanahashi qui est là, qui va tout donner. Vu comme ça, effectivement. Voilà. Effectivement, d'un point de vue vraiment stratégique, oui, sur le dernier point en particulier, je peux caler dans ton sens. Michael ? Oui, ceci dit, alors moi par rapport à Tanahashi, je commence à l'apprécier. Alors moi, je mets toujours un petit moment à apprécier les gens de la New Japan. Comme Okada, j'ai eu du mal au début, puis j'ai fini par succomber. Mais Tanahashi, en fait, j'ai vu sa promo d'après la finale du G1. Ouais. Et en fait, il y a un truc qui est génial à la New Japan, c'est qu'ils savent faire des faces. C'est-à-dire qu'à la WWE, ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est un face, enfin de ce qu'est quelqu'un de sympa et auquel tu pourrais t'attacher, ils ne savent pas ce que c'est. Donc à la WWE, tous les faces sont des espèces de mecs arrogants. Et c'est intéressant parce que à la New Japan, il y a aussi des gens comme ça. Parce que par exemple, je trouve que Okada et Omega sont des faces qui sont un petit peu des gros connards. C'est-à-dire que, je veux dire, par exemple, moi, ça m'a un peu choqué, mine de rien, que et Omega et Okada, dans le J1, faisaient des promos parfois où ils disaient ah oui, mais cet adversaire, il n'est pas vraiment digne de moi, je suis désolé. Et, enfin, je sais pas, même à la WWE, je pense que même un heel va toujours essayer de mettre en valeur son adversaire, en fait. Donc là, c'est un peu choquant. À la WWE, presque, quoi. Ouais, donc là, c'est un peu bizarre. Alors qu'à côté de ça, il y a les mecs comme Ishii et Ibushi qui, à chaque fois, après un match, sont en mode humilité 500%, ils sont hyper ils ont l'air d'espèces d'underdog ultime, qui sont hyper touchants, on a envie de les prendre dans nos bras. Ibushi, oui, Ibushi, quand il dit merci, on a l'impression qu'il va pleurer. Oui, parce qu'il est mort après chaque match, tout. Ouais. Et en fait, Tanahashi, après son match, Tanahashi il est pas mal comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est, en tout cas, la promo que j'ai vue, il est vachement humble. Il a un côté aussi assez, j'ai beaucoup de choses à faire, je vais y arriver, c'est un gros... Et puis il y a beaucoup de je vous ai déçu, oui, voilà. Je vais me rattraper, enfin vraiment, donc ça fonctionne assez je vais bien faire, quoi. Voilà, donc je trouve que ça fonctionne assez bien. Et sinon, non, juste ce que je voulais dire, c'est que oui, par rapport au booking, par contre, ce qui me gênait plus, c'est qu'en effet, en effet, c'était intéressant ce que disait Félix par rapport au fait que, oui, du coup, on en parlait tout à l'heure, les Américains sont un peu, les gaijins sont un petit peu pushés en ce moment, ce qui pourrait aller avec l'idée qu'ils essaient d'aller un peu vers l'étranger. Donc c'est un peu logique de mettre peut-être moins de Japonais en tête d'affiche, ce qui est un peu gênant pour quand même une fédération japonaise. Ouais. Donc c'est peut-être bien aussi d'avoir... Voilà. Mais en même temps, ce qui est très paradoxal, c'est que d'un côté, il y a c'est un petit peu ce progrès des gaijins, et d'un autre côté, ce que je disais par rapport justement au Omega Ishii, dont ça me choquait un peu qu'il ne soit pas dans la dernière partie de destruction, c'est que par exemple dans le J1, moi, il y a un truc qui m'avait marqué pas mal, c'est que Omega est quand même champion en ce moment, on est bien d'accord. Et Omega, en fait, il n'était pas toujours dans le main event de ces journées du J1. C'est vrai. Alors que Okada et Tanahashi, alors Tanahashi, je ne suis pas sûr, mais je crois, mais en tout cas Okada, dès le début, ils avaient dit qu'il serait
il aurait que des main events, c'est le main event de toutes les journées où il catchait, et je pense que Tanahashi aussi, à mon avis. Donc il y a une espèce de différence de traitement où c'est un peu comme à la WWE quand il y a un mid-carder qui devient champion, mais il est champion, mais on sent que c'est pas vraiment la star. Et là, Omega, on a l'impression que c'est un peu le champion, mais quand même que voilà. Donc ça se trouve, il sera plus champion d'ici à Wrestle Kingdom. En même temps, faut pas oublier qu'a priori, Ibushi l'a battu dans le G1, donc normalement il devrait avoir un match pour le titre avant Wrestle Kingdom. Surtout qu'ils nous ont teasé un petit peu parce qu'à la fin d'un match, il y a Omega qui disait Ibushi, j'ai pas oublié la promesse que je t'ai fait. En gros, on en reparlera plus tard. Toujours, ces deux-là, ils ont toujours la maîtrise de teaser les fans comme il faut, quoi. C'est juste. C'est ça l'amour. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. Le désir même, c'est plus que l'amour, c'est le désir. Je te rejoins. Ça fait plaisir. Peu de gens utilisent vraiment à bon escient le terme désir. Donc je plus sois totalement ce que tu viens de dire. Et en parlant de désir, parce qu'il y en avait un quand même de Michael qui s'étonnait, et c'est moi qui ai un peu, j'irai pas jusqu'à dire botché, mais volontairement fait un truc antéchronologique, parce que j'estimais qu'en termes, on va dire, de hype, ironiquement, c'était plutôt les Road to Destruction qui ont vraiment cogné très haut, très fort, même si on va nuancer, on vous l'a dit un petit peu en teasing, celui de Ishii contre Omega qui était un poil, on l'a déjà dit tout à l'heure et on va le redire, en deçà de celui du G1 Climax. Mais après, c'était difficile de faire aussi bien, voire mieux. Donc, 7 septembre, on revient dans le temps. Alors moi je vais faire très court. Donc le tag team battle, Ibushi Omega contre Ospreay Ishii. Alors je vais vous dire un truc, je vais vous dire regardez-le. Ah mais c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dirais aussi Ishii comme tremplin, c'est génial. C'est sûr. Blague à part, c'est vraiment très souvent ces derniers temps à la NJPW, il y a cette phrase qu'en général on espace un peu plus dans les autres fédérations qui sont si on devait donner un match à quelqu'un pour commencer à regarder le catch, ce serait quoi ? Celui-là, je le donnerais. De la même manière qu'on se faisait la remarque. Tout simplement, quoi. On se faisait la remarque au All-In, au dernier match. C'était un 3-3 avec Rey Mysterio, avec les Bandido, Bucks. Phoenix. Et de l'autre côté, c'était les Bucks et Rey Mysterio. Non. Non, c'était Rey. Non, c'était. Ah non, c'était Kota Ibushi, pardon. C'était Kota Ibushi. Donc c'était Bandido, Phoenix, Rey Mysterio, Bandido, j'ai déjà dit. Donc ils étaient 3. Ils étaient 3 contre Young Bucks et Ibushi. Voilà, exactement. On y arrive. Et celui-là, typiquement, voilà, si vous voulez faire découvrir à un ami le catch, voilà, de la même manière que celui-là, j'ai dit que je faisais court, je vais pas mentir, je vous laisse la parole dessus. Oui, c'était un match assez incroyable celui-là. Alors d'autant plus que moi, j'ai tendance à détester un certain. C'est marrant parce que là, c'est super génial, alors qu'en fait, à la base, c'est un match que je devrais détester parce que moi, je déteste les matchs déjà qui n'ont aucun enjeu. Et je déteste surtout. Mais alors, c'est marrant parce que ça a tellement rien à voir. En fait, il y a un type de match que je peux pas supporter qui est un peu typiquement ce que j'appelle le match de Cruiserweight de la TNA ou de Impact maintenant. C'est le match avec c'est le Spotfest quoi, avec plein de Cruiserweight qui rebondissent dans tous les sens, qui font un peu n'importe quoi, qui font un petit peu n'importe quoi. Et sans ring psychologie, sans rien du tout, sans structure. C'est-à-dire qu'on est là, on attend qu'il y ait quelqu'un qui fasse un tombé à un moment donné sur la fin. Quoi, voilà. Et c'est généralement, c'est même pas vraiment précis parce que c'est un peu du foutage de gueule. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Autant oui, celui de All-In était assez hallucinant. Mais c'est parce que c'est vraiment... C'est là qu'il faut réaliser que ces gens-là, aussi bien les mecs de All-In, donc je vais pas dire les noms parce que les luchadors, je les connais pas bien. Puis déjà qu'on s'est embrouillé 2 fois. Oui, voilà. mais bon, enfin, en l'occurrence, les Young Bucks, Ibushi, et puis là, dans le match, Ishii, Ibushi, Omega et Ospreay, on pourrait considérer que c'est 4 personnes dont on pourrait considérer que c'est les 4 meilleurs catcheurs du monde, quoi. C'est pas forcément les 4 meilleurs catcheurs du monde, mais ils sont dans le lot de tête, quoi, largement, quoi. Mais ouais, et du coup, le truc, c'est que là, en fait, ils sont tellement... Il faut réaliser à quel point c'est un niveau d'excellence. Parce que faire des matchs de catch, c'est quand même compliqué. On le redira jamais assez. Il faut communiquer, il faut arriver à que ça ait l'air d'une baston et pas du patinage artistique ou de la natation synchronisée. Il faut arriver à pas faire des bêtises. Il faut arriver à que les coups connectent précisément. Et généralement, parfois, ça connecte bien. Mais alors, du coup, on a des matchs où c'est très téléphoné parce que par exemple moi j'ai du mal avec les matchs de Jericho parce que il fait des trucs un peu compliqués, mais comme maintenant il est un peu vieux, on a toujours l'impression c'est hyper, il fait bon alors là il y a ce spot, attention on va faire ce spot, hein, t'es bien prêt, on va faire ce spot maintenant, c'est toujours vachement, c'est pas très fluide. Là ils nous font un match
c'est des extraterrestres, quoi. C'est-à-dire On dirait que c'est naturel et qu'ils sont même pas parlé. Ouais, et c'est hyper, tout connecte hyper précisément. Je veux dire, enfin, il y a rien qui est un peu raté ou qui est un peu, c'est juste hallucinant, quoi. C'est du délire à voir. Et quoi. puis tu sens qu'en plus tu disais que c'était pas un match en jeu, mais en plus il crée l'enjeu dans le match parce que dès que Ospreay fait face à Ibushi et le public du Korakuen Hall le sent direct, c'est genre ah ça y est, ça va être quelque chose de spécial et on voit que les deux ils se provoquent et puis Omega qui le regarde en mode non tu vas pas réussir à l'avoir. Enfin que finalement et puis même à la fin du match quand je spoil mais quand les Golden Lovers gagnent, il y a Kenny Omega qui dit Ibushi tu voulais dire un truc et Ibushi qui dit ouais j'aimerais bien faire face à Ospreay et Omega qui fait ouais on en parlera plus tard quoi genre la New Japan l'a pas prévu mais maintenant tous les fans veulent le voir le match quoi. Il y a aussi quand même une lecture très yaoi là-dedans. Bah carrément, forcément. Parce que moi je me disais pendant un match, bon c'est un peu ma lecture perso, mais je me disais pendant le match, si j'étais Omega, je serais pas trop content de voir Ibushi et Ospreay échanger trop sur le ring. Hein, mais bon, c'est une autre lecture du catch, c'est une lecture différente. Non, c'est un chouette drama, moi je m'en réjouis, et dans le genre effectivement tension érotique, on a le moment où Ibushi réussit un spot, alors je sais plus si c'est sur Ishii ou sur Ospreay, et il y a ce plan de caméra où il est en train de lui faire genre c'est bien, je t'aime, ouais voilà, et je me dis putain ouais trop fort quoi, le spot parfait plus susciter le désir, la tension érotique et le plan de caméra gratuit était, et le plan de caméra qui va bien, on a tout, donc vous avez compris, regardez. Est-ce qu'on prend un peu de temps, parce que j'allais passer directement au 9 septembre, mais sur le oui c'est ça, au 9 septembre, mais est-ce qu'on prend un peu de temps sur le 8 septembre avec le match duo Tanahashi Robinson et Beretta Okada, ou moi j'ai pas estimé, ouais, on n'est pas obligé d'aller peut-être match rapidement par Félix. match, mais juste Beretta qui revient de Ouais. blessure de plusieurs mois. Voilà. C'est un heavyweight Gaijin qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps sur le ring. Il est en équipe avec Chuck Taylor, donc il y a potentiel match par équipe qui peut renouveler un peu la division tag qui est un peu laissée pour compte. C'est toujours un peu comme ça de toute façon à la New Japan, les divisions tag elles ont des cycles entre guillemets. Et puis Beretta ça peut être un heavyweight sympa par exemple pour un titre US ou un truc comme ça, et c'est un très bon catcheur et tout à fait, oui. il peut te donner de belles choses, donc c'était juste histoire de marquer le coup sur son retour, Ouais. j'imagine. Contrairement à ce qu'on disait sur Taichi, lui s'il y a un push ça peut marcher sans trop forcer. Ce qui nous envoie donc, et on terminera avant l'analyse globale, au 15 septembre, et bien entendu donc Ishii Omega. Eh oui. Oui, parce qu'il faut bien y arriver, parce que sinon on va se faire Rainmaker la gueule par Michael. Donc il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Et bah écoute, Michael, tant qu'à faire, vu qu'on tease, on te laisse commencer. Bah ouais, non, moi en même temps, enfin comme j'avais dit, c'est vrai que du coup le match était un peu décevant, mais aussi par rapport à son booking et à la façon dont il était présenté, je pense. Il n'y avait pas vraiment cette atmosphère en fait, il n'y avait pas une atmosphère de match pour le titre, quoi. En fait, c'était étrange, quoi. Je sais pas si c'était aussi le public, peut-être qui était, je sais plus si du coup, alors toi, il y avait combien de gens, combien de personnes on peut analyser par rapport à. Il y en avait plusieurs milliers d'après la NJPW et 100 000 d'après Félix. Non, d'après Félix. D'après moi, de ce que j'avais eu comme information sur les internets, il y avait 3700 fans environ sur une salle qui en comptait 6000, donc ça va. Ouais, enfin pour un match pour le titre de la New Japan, c'est petit, quoi. Surtout Omega Ishii la perspective de très bons matchs est quand même pas mal. Ouais, voilà. Alors après, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, faut pas leur en vouloir parce que c'est vrai qu'ils ont eu des matchs. Bon, voilà, leur match du J1 était quand même hallucinant. Ouais. Donc ils peuvent pas topper ça. Ils peuvent peut-être. Enfin, après, je sais pas. J'aimerais bien savoir. J'ai l'impression qu'ils peut-être que eux, parfois, moi j'aime bien. Je le fais beaucoup avec Kevin Owens, mais j'aime bien. Essayer de comprendre un peu parfois la motivation des catcheurs, s'il n'y a pas un truc, quoi. Là, je me demande si eux deux n'étaient pas un peu vexés quelque part justement de ne pas vraiment être présentés comme, enfin de pas vraiment être présenté comme un match important, et que ça les a pas un peu démotivés du coup. Parfois, j'imagine des trucs comme ça, mais peut-être pas du tout en fait. Je sais pas. Ouais, moi je suis pas forcément
je donne pas tellement de crédit à ça. Je vais m'expliquer juste parce que quand même ils étaient le seul vrai gros match dans un gros show New Japan, gros show relatif, mais ils étaient quand même le main event. Bon, certes c'était le premier main event de cette tournée, mais je pense que c'est plus ce que tu disais au début. Ils ont fait plusieurs matchs ensemble, ils ont déjà donné pas mal de trucs. Au G1 c'était top niveau, donc c'est pas facile je pense de se renouveler, même si c'est deux catcheurs d'un talent extraterrestre comme on le disait tout à l'heure. C'est pas toujours facile de se renouveler et de dépasser l'attente des fans. Mais il y a aussi qu'en fait, le match c'est quand même une grosse différence, mine de rien, qu'on le veuille ou non, ça joue pas mal dans le catch. Le match du G1, on savait pas qui allait gagner. Ouais. Et qu'il y avait même on pensait qu'il y avait une bonne chance que. Alors à ce moment-là, je crois que Omega n'avait pas encore perdu dans le G1, si je dis pas de bêtises. Et il y avait une bonne chance qu'Ishii puisse, c'était un peu l'underdog et tout, et il y a une bonne chance qu'il puisse gagner parce qu'on imaginait que dans notre petite tête, on se disait oui, il va falloir que si on veut qu'Ibushi ait une chance que le match Ibushi-Omega compte, il faut qu'Omega puisse perdre avant, donc il y avait une vraie chance qu'il puisse gagner. C'est même le rôle principal d'Ishii, je dirais entre guillemets fouteur de merde de talent, évidemment, dans le sens de complètement rebattre les cartes. Ouais. Et le fait qu'Ishii puisse gagner, ça donnait un truc un peu incroyable au match, parce que du coup, voilà. Alors que là, c'était un match où il y avait 0,01% de chance que qu'Ishii gagne. Donc, et puis encore plus avec la façon dont c'était présenté, justement, où ça aurait été hyper bizarre qu'il change de titre sur ce match-là. Tout le monde aurait été hyper surpris, ça aurait été complètement, ça serait passé inaperçu, ça aurait été hyper bizarre. Et donc du coup, c'est un peu les matchs comme ça, on attend un petit peu. Ça gâche un peu, qu'on veuille ou non, parce qu'on attend un peu qu'Omega fasse son finisher, quoi. Puis voilà, quoi. Peut-être il y a deux choses qui restent à dire sur ce Destruction Tour. D'abord, c'est pendant toute la tournée qui précédait le dernier gros match qui était Tanahashi Okada, il y avait toutes ces disputes autour de Yoshihashi. Oui. Yoshihashi, Okada continue de prendre cher. Ouais, à tous les sens du terme. Okada qui voulait s'en débarrasser parce que c'est un perdant. Voilà, c'est la seule année où il le réalise, il était temps. Et puis Tanahashi de l'autre côté qui était non mais il est gentil, nous on veut bien le prendre avec nous, juste pour faire chier en gros. Oui. Et puis évidemment ce petit Jay White qui est jamais très loin et qui a pris l'opportunité de foutre la merde encore plus. Il n'est pas le seul. Hein. Voilà. On a des félins à domicile. Ce qui répercute après dans le post-match de Okada-Tanahashi. Oui. Où Jay White débarque, démolit Tanahashi qui venait de gagner. Pour rappel, parce qu'on vous l'a fait en antéchronologique, donc là on revient à la victoire de Tanahashi. Non, c'est moi contre Okada. Et effectivement, commence son entreprise de démolition à coup de chaise, comme tu étais en train de dire, Félix. Voilà. Démolir Rocky Romero au commentaire aussi, pour la forme. Et donc, on s'attend tous à ce que Jay White finisse ce show en déclarant qu'il va challenger Tanahashi pour ce shot à Wrestle Kingdom parce qu'il l'avait battu dans le G1. Et là, c'est le drame. C'est le drame pour Yoshihashi déjà, pour commencer, parce que Yoshihashi débarque histoire de défendre on ne sait pas qui d'ailleurs au début. Lui-même. Et finalement ça va être lui-même parce qu'il va nous faire une Titus O'Neil en glissant et en se prenant vraiment cher l'apron du ring, en s'éclatant la gueule. Donc il monte sur le ring quand même. On peut appeler ça une Yoshihachiade peut-être. Maintenant on va l'appeler une Yoshihachiade, hein, c'est obligé. Et donc il monte quand même sur le ring, il fait son pro, il met un petit coup à Jay White qui le dégage. Tu pisses trop le sang, mec. Ouais. Et donc finalement, Gedo débarque là pour défendre Okada, on s'y attend. Gedo qui était l'ancien manager d'Okada il y a encore quelques mois. Parfait, tu reposes. Gedo qui prend la chaise de Jay White et puis qui se place derrière Okada. Et qui s'assoit. The end. Voilà. Non, en fait non, parce qu'on est dans le catch. Et donc Gedo qui met un coup de chaise dans le dos d'Okada. Donc le public japonais de Kobe qui crie à la trahison. Oh mon dieu. Pas mon dieu, mais je sais pas comment on pourrait le dire en japonais. Non, mais en général, les Japs, il n'y a même pas de mots dans ces cas-là, ils font oh. Ouais, c'est vrai. Très théâtral, je trouve. Et donc Gedo qui révèle que il va être le nouveau manager de Jay White et qui souhaite dégager Okada de Chaos. Son argumentaire c'est t'es un loser toi aussi,
t'es même pas capable d'aller à Wrestle Kingdom, c'est Jay White qui va y aller. Voilà. Non, si en général, si tu veux mettre des mots chez les Japonais, ils aiment bien le Bikrishita. C'est genre grosse surprise. Ah d'accord, Ouais, vous avez genre, appris un truc aujourd'hui. le truc comme ça. Bref, donc on a découvert, parce que bon, comme ça on vous donne tout en direct, parce que on s'était mis à jour avec Michael par rapport à Destruction, et moi comme un gros boulet, la fatigue faisant, donc j'avais pas regardé le follow-up, donc la suite de la fin du match, et Félix me fait quoi, mais t'as pas vu? Donc on a découvert ça effectivement avec Michael. Alors la première réaction, ça a été effectivement le décalage enfin, pourquoi il a fait ça, Gedo, et l'impact surtout à échelle culturelle au Japon, parce qu'au Japon, pour rappel, si vous n'êtes pas forcément sensible à la culture, même en regardant la NJPW, c'est possible, bien que ce soit surprenant, il y a ces rapports de hiérarchie où là-bas, voilà, tu vois, un agent / patron ancien faire un truc pareil sur son poulain avec même écurie et compagnie, c'est surtout entre japonais, donc c'est chaud. Donc voilà, à voir les retombées, mais c'est très sympathique. Moi je trouve que c'est très enthousiasmant, parce que déjà j'aime beaucoup Jay White, et puis je désespère un peu de plus revoir Gedo, donc et puis c'est très bien. c'est surprenant, mais ça vient pas de nulle part, enfin, tout est logique. Okada qui avait lâché Gedo amicalement en disant voilà, j'ai plus trop besoin de toi, bisous, et puis en fait Gedo qui l'a super mal pris, et Jay White qui en profite pour prendre le pouvoir un peu sur Chaos. Et puis tout en rappelant que Jay White a pas oublié qu'il a battu Tanahashi, donc potentiellement il peut lui prendre la place à Wrestle Kingdom. Enfin, tout ça se goupille très bien, et Yoshihashi qui se blesse et qui se prend une commotion comme seul peut le faire Yoshihashi, alors que c'est son plus grand moment de sa carrière peut-être. Enfin voilà. Apparemment, il était juste censé arriver et être dégagé assez vite. Enfin, à moins qu'ils aient changé ce qui était prévu. Oui, mais je veux dire, plus grand moment de sa carrière, c'est il est dans un segment important dans le main event, ce qui lui est jamais arrivé, quoi. Ouais, en effet. Bah, le pauvre. Oui, on troll un petit peu, mais après on redevient des gens sérieux et compatissants. Mais c'est vrai que la commotion, ça c'est par contre beaucoup moins drôle. Donc même si on ne connaît pas du tout et qui nous écoutera jamais, prompt rétablissement, même si malgré ses botches en tout genre, ça reste un être humain. On va commencer à doucement terminer, vu qu'on a fait le tour, les retombées, les choses à suivre. Peut-être que ça vous aura fait envie de découvrir la NJPW avec ça, espérons. Donc les matchs à retenir, effectivement, globalement, Golden Lovers contre Will Ospreay Ishii, malgré ce qu'on a pu nuancer quand même le Ishii Omega qui reste de belle facture, même si, comme l'a souligné à très de nombreuses reprises, et il a raison Michael, on n'y croit pas, on se doute bien que le titre n'allait pas passer de main à ce moment-là. Mais pour quelqu'un qui découvre, ouais, ça peut toujours être sympa. Propre, comme qui dirait. Et puis effectivement, le Tanahashi Okada, malgré ce que j'ai pu en dire, qui reste quand même un match de très haute volée, et notamment donc sa suite dans ce que ça pose. Alors, donc Félix, au-delà tu es sur tous les fronts, il n'y a pas que les chiffres des fans, parce que tu as pensé avec nous aux suites, à ce que ça pourrait donner. Tu nous as déjà parlé du teasing Ospreay Ibushi, ça on a déjà vu. Voilà. Bon, Yoshihashi, bon rétablissement, bisous. Beretta qui est de retour. Qu'est-ce qui nous reste? Ah si, tu voulais même faire de la promo placement de produits. On va finir par faire, c'est peut-être une blague à moitié parce que j'y pensais, un streaming sur Fire Pro Wrestling Special. Parce que tu nous parles de la sortie du jeu. Oui, j'avais noté ça. J'avais noté ça dans mes notes d'actu sur la New Japan. Qui est intéressant niveau timing, c'est vrai. Oui, parce que c'était le sponsor sur le Best of Super Junior Tournament et puis sur le G1. Tout à fait. Donc c'était le jeu Fire Pro Wrestling qui est un gros historique, et puis qui là s'allie avec la New Japan pour mettre un roster en plus avec Tanahashi, Okada et compagnie, et puis pour mettre un scénario en plus, une campagne en plus où on commence, on est Young Lion, on se fait rire à la gueule par Yuji Nagata parce qu'on est nul, et puis après on bat Yoshihashi, première victoire, normal. Tanahashi qui nous fait c'est cool, et puis on va jusqu'à Wrestle Kingdom. Et donc qui est sorti fin août début septembre je crois, qui sort en fait au moment où on enregistre, donc nous sommes vendredi, vous saurez tout, 28 septembre, et il est sorti aujourd'hui même avec des DLC NJPW. Voilà, donc sur PS4 et puis sur PC aussi.
Yes, mais sur Voilà. PC, il était là depuis un moment en fait. Sur Oui, Steam. oui, c'est juste la mise à jour New Japan qui est arrivée. Exactement. Voilà. Et puis après, toujours pour rester sur le catch, bon, c'est un peu les têtes d'affiche, ce qu'on peut noter, parce que les autres pourraient les voir. Tu avais noté Fighting Spirit Unleashed, Oui, mais les shows à suivre voilà. après Destruction. Donc il y a Fighting Spirit Unleashed, c'est un show New Japan aux États-Unis, C'est le ça. 3e cette année. Okada qui a dit lui-même que ça fait peut-être un peu beaucoup. On verra au niveau de la vente des tickets, hein, parce que ça sera indicatif. Je Et pense. puis surtout à relever peut-être le Jericho Cruise, histoire d'être dans la continuité globale entre Oui, les Jericho lignes Cruise, inter-NJPW. donc cette croisière incroyable que Chris Jericho va organiser, Oui. où il y aura concerts, conférences et puis Mm. surtout beaucoup de matchs. Il y aura un tournoi avec des catcheurs de la Ring of Honor, il y aura des catcheurs de la New Japan sans doute aussi. Incroyable. Voilà, et Tout puis ça à côté tout ça pour rappeler du que... bar à cocktail à huîtres. ouais, surtout. Et tout ça pour rappeler que Chris Jericho est toujours champion intercontinental. Oui. Et donc, ça serait bien qu'il se rapplique un peu pour... Très voilà. pas mal. Très Ça pas mal, peut, mais ça il peut gère- servir de dernière promo pour la il- croisière. il gère bien son truc. Ah oui, ça, en c'est sûr. réalité, je pense pas qu'il fera plus qu'on vous a pas fait une actu dessus, parce qu'on avait beaucoup à faire et qu'on a fait une émission de 3h30 sur J1 Climax. mais on avait pas mal parlé aussi, tout comme vous probablement, qui nous écoutez du All-In, où il était venu reposer la dernière balise de sa promo en se déguisant en Pentagon et en le plaçant un Wall of Jericho sur Omega en lui disant on se verra à la croisière. Ah, c'était un code breaker, il me semble. Un code breaker, pardon, merci. En disant oui, on se verra à la croisière comme Schwarzenegger disait à je sais plus qui dans Total Recall, on se verra à la fête en lui arrachant les bras. Sur cette référence cinématographique trash au gore, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vous laisse un dernier mot avant de dire au revoir, Moi, de dire où on vous trouve, tout J'aurais ça, tout peut-être ça. un dernier mot rapide, mais ça, c'est pour vous trois. Enfin, nous trois plutôt. Destruction est terminé, donc la road to Wrestle Kingdom arrive. C'est quoi les matchs qu'on aimerait voir à Wrestle Kingdom, Michael? Oula, moi je sais pas, je sais donc ce dont j'entends parler, moi, comme je regarde pas mal de podcasts américains, et que donc a priori on devrait voir donc Jay White Okada, ce qui me fait pas personnellement rêver, enfin, surtout par rapport à la dernière fois qu'on a eu Okada Wrestle Kingdom. Bon, ça va pas être un match d'une heure de 7 étoiles, je pense. Hein. On va pas se mentir. Il n'y a plus de limite aux étoiles avec Meltzer. Ouais. Et après, sinon, c'est vrai qu'en fait, les gens sont assez inquiets parce qu'après le G1, je sais que moi, du coup, la blogosphère, la podcastosphère américaine, les gens étaient là. Ouh là là, mais en fait, Wrestle Kingdom, les places sont chères et il y a pas mal de catcheurs qu'on aime bien pour lesquels on est déjà un peu inquiet parce qu'en fait, c'est déjà un petit peu. Les grosses places sont déjà un peu prises, quoi. Et par exemple, Ishii, on ne sait pas trop où il va terminer à Wrestle Kingdom parce qu'au final, il a un peu déjà eu son match pour le titre et tout. Donc. On se demande un peu s'il y en a qui vont pas un peu terminer dans des matchs foutoirs un petit peu. Ouais, Ibushi aussi, parce que Ibushi sinon aussi. entre Okada et Jay White, il y a Omega Tanahashi qui est presque sûr pour le titre. Après, j'avoue que je sais pas trop. Non, mais moi je dirais très basiquement, on verra bien, pas dans le sens de pas se mouiller, mais je continue de faire confiance à la NJPW là-dessus. Je partagerais quand même l'inquiétude de Michael, pas avoir des matchs 15 contre 15 pour pouvoir mettre tout le monde. Après, ils peuvent peut-être vraiment étaler, mais l'autre risque, ce sera d'avoir un show de 15 heures. 7 étoiles, mais 15 heures. On verra, mais je pense que c'est un rééquilibrage nécessaire en ce moment. L'avantage, c'est que très sincèrement, je répète beaucoup, et je pense qu'on n'est pas les seuls, il y a plein de gens à Catch Up, à C'est ça le catch, tous les gens qui ont des podcasts vidéo, audio, qui n'ont de cesse de répéter qu'on vit une époque formidable en termes de catch, et ça, je crois que si tu prends un pas de côté, c'est fou. Enfin, je pense que la meilleure réaction, c'est quand vous avez des gens comme nous qui avons un podcast d'analyse mensuel, plus des fois des pastilles hors série, on ne sait plus où donner de la tête, alors qu'on se répartit des fois même les écuries pour se dire tiens, est-ce que tu peux regarder tel match. Donc voilà, moi benoîtement je suis déjà assez content. C'est toujours bien quand une fédé gère bien les trucs, mais c'est bien aussi qu'il y ait des ratés, parce que quand ils sont pas trop cons, ils arrivent un peu à se nourrir des choses à côté, sauf la WWE qui continue de
persister et signer sur Kevin Owens. J'ai adoré ton placement tout à l'heure, out of nowhere en mode RKO. Donc ouais, non, moi j'attends de voir. Je sais que ça fait très, très neutre, très suisse comme placement, mais les Suisses sont des gens raisonnés et posés, au-delà de ce Puis ils font cliché. du bon chocolat. Aussi, très bien. Après cette farandole de clichés, de plus savoir comment atterrir, où est-ce qu'on vous retrouve, les amis? Félix, une certaine alternative, Oui. m'a-t-on dit? Un certain site qui s'appelle The Alternative. Donc il y a Oui. Facebook, c'est The Alt Wrestling. Et puis le Mhm. site, c'est the-alternative.i-monsite.com. Le E, hein. Le E, pardon. Parce que t'es so Mon international. site. Et voilà. Et puis sur Twitter, c'est @PHELYKS_G. Voilà. Ou sinon, vous allez sur le @despodcast au pluriel, Voilà. et puis vous nous trouvez tous dans Tout les simplement. Tout simplement. On aura posté des bêtises. Mickaël, où est-ce qu'on peut converser avec toi? Où est-ce qu'on peut même te souffler dans l'oreille, voir ton travail? Moi oui, donc pour rappeler que moi je suis artiste à la base et je fais des images de jeux vidéo en général, et il suffit de chercher Orioto, O-R-I-O-T-O, sur Google, on me trouve assez vite, sur Facebook, sur Twitter, sur Tumblr, sur tout ce qu'on veut, et on peut avoir des wallpapers de jeux vidéo toutes les semaines, voilà. Tout à fait. Pour le reste, c'est depuis le premier numéro dans la barre d'infos, si vous avez la flemme de chercher, malgré la simplicité du pseudo de Mickaël, contrairement au nôtre. Moi, ça reste comme d'hab _Mehdi, M-E-H-D-I. Ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va vous inviter à nous soutenir tant que faire se peut, c'est-à-dire des commentaires, c'est-à-dire des relais Twitter, Facebook et compagnie, donc on insiste un petit peu, ça c'est le côté un peu, c'est le seul moment où on est un peu chiant, donc des relais, on aime bien les likes et compagnie, mais c'est vrai que des partages, ça permet vraiment d'accroître la visibilité. Et puis, vu que c'est en phase de finalisation, posée et tout ça, des étoiles sur iTunes, au-delà de celles de Meltzer, on peut en mettre que 5. Ouais, On vous peut pouvez pas aller jusqu'à 7, iTunes désolé. est vraiment pas Meltzer's friendly, on peut mettre que 5 étoiles, tant pis, on verra si on peut essayer de contourner ça un jour. Blague à part, donc n'hésitez pas, c'est ce qui nous permet aussi de préparer pas mal de nouvelles choses, dont des surprises limite en mode envoyé spécial, qui devrait arriver sous peu en termes de temporalité d'enregistrement de podcast tout feu tout flamme. Vous nous retrouvez, c'est de toute façon dans le message de fin de l'émission comme d'habitude, @despodcast, D-E-E-Z podcast tout attaché au pluriel, donc avec un S à la fin. Et puis on vous dit à la prochaine, ciao. 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 Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Des Podcast sur Twitter @despodcast, D-E-E-Z podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.